Hello, bienvenue dans ce nouveau partage. Ensemble, on va explorer la thématique de la beauté dans les contes et aussi ça revient beaucoup dans notamment les dessins animés comme Disney. Et on sait que Disney s'est énormément inspiré de contes pour faire ses histoires. Et souvent, les héros, que ce soit un personnage femme ou homme, a pour qualité première, en tout cas essentielle, la beauté. Et aujourd'hui, c'est un peu décrié parce que ça passe pour une qualité superficielle et surtout une certaine discrimination envers les méchants qui, eux, souvent ont justement un physique disgracieux et notamment c'est souligné. Et il y aurait comme ça, en tout cas de ce que j'ai pu lire en termes d'articles ou de vidéos, une discrimination qui est faite au sujet du physique, comme quoi on associerait une apparence disgracieuse à de la méchanceté, alors que quelqu'un qui aurait un physique, on va dire, agréable, associé au terme de beauté, on l'associerait plus facilement à quelqu'un de gentil, et il y aurait comme ça une discrimination sur le physique qui serait notamment nourrie par les contes, les histoires qui nous bercent pendant l'enfance. Alors là, encore une fois, j'aime à remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, c'est-à-dire à réexpliquer, comprendre le sens, la notion de beauté dans sa définition initiale, notamment comment elle est employée dans les contes et pourquoi elle a son importance, et comment aujourd'hui tout ça a été détourné pour être compris uniquement depuis la surface et devenir finalement un débat assez stérile qui nous coupe encore une fois du sens initiatique plutôt que de réactualiser tout l'enseignement qu'il y a derrière, parce que encore une fois c'est un débat de réaction émotionnelle, identitaire, alors que toute la magie du conte c'est justement de venir initier notre être dans sa profondeur et au niveau de l'essence et non pas au niveau de l'identité. Justement, ce qui est magique, voilà, encore une fois avec le conte, c'est que ça nous fait dépasser tout le côté d'identification, toute cette recherche d'identification, cette impression émotionnelle pour aller plus loin et pour se laisser comme ça modeler pour ouvrir ce portail d'enseignement qui ouvre à notre être profond et on vient dans le fond et non plus dans la forme, justement à dépasser l'état de forme. Et c'est vrai qu'en lisant beaucoup de contes, notamment en ce moment pour tout ce travail que je vous partage, il est vrai que souvent et de façon récurrente, notamment chez les personnages féminins, une des qualités premières qui est citée, c'est la beauté. Et notamment chez les personnages féminins. Et pourquoi? Alors on pourrait se dire, il s'agit d'un critère esthétique, comme quoi la femme serait ramenée uniquement à son apparence et d'un point de vue superficiel. Sauf qu'encore une fois, là c'est quand on est dans la forme, alors que le conte nous plonge dans le fond, dans la profondeur de l'être, dans son essence. Et donc le terme beauté, la qualité de beauté, est à comprendre depuis un sens profond, essentiel de l'essence, et non pas esthétique. C'est-à-dire que quand on parle de beauté chez un personnage notamment féminin, et pourquoi féminin? Alors je vais faire un petit aparté, pourquoi est-ce que ce sont souvent les personnages féminins qui sont associés avec une qualité première qui est la beauté? Eh bien tout simplement parce que comme on l'a vu plusieurs fois, le personnage féminin c'est vraiment le royaume intérieur, c'est tout notre royaume intérieur, notre dimension féminine, celle qui nous habite, cette princesse intérieure, ce principe féminin qui est en nous, qu'on soit homme ou femme, on a tous en nous ce calice, ce calice qui est finalement le creuset du féminin, le creuset de la réceptivité, et c'est exactement ce que nous raconte tout ce qui touche au personnage féminin, qui a souvent en elle justement un potentiel de princesse en devenir. Donc ce sont des personnages souvent qui sont princesses au début ou qui ne sont pas princesses, mais en tout cas, si on pouvait lire en filigrane, on verrait qu'il y a là un potentiel de réalisation en tant que princesse reine, qui est tout simplement la remontée du principe féminin vers son éclosion en fait, au niveau de la couronne, du chakra couronne. Et
comme c'est le royaume intérieur, et bien forcément quand on parle de beauté, on ne l'associe pas à l'extérieur. Il ne s'agit pas, encore une fois, de la beauté dans la définition esthétique, mais bien en termes d'essence. Et donc notre essence se trouve en nous, dans notre royaume, dans notre intériorité. Et donc elle vient de là, cette vraie beauté. C'est pour ça que les personnages féminins ont pour qualité première la beauté. Parce qu'elle est allée trouver au cœur de nous-mêmes, dans ce principe féminin qui nous habite. Et donc il s'agit d'une beauté qui est en reliance directe avec la pureté du cœur, avec ce cristal en nous, ce cristal pur qui n'a pas encore été rempli, opacifié par les impressions extérieures, les influences extérieures, qui est encore dans cet espace immaculé de notre intériorité, de notre foyer, et qui justement, puisqu'il a gardé cette pureté cristalline de transparence de l'être, eh bien il laisse complètement rayonner, irradier la lumière qui nous anime. Et justement, c'est cette transparence de l'être par les vertus qui sont à l'intérieur de nous et qui sont incarnées, qui, eh ben, ça permet justement ce rayonnement de la lumière pleinement. Et justement, c'est cette lumière, puisqu'elle peut transparaître, s'écouler à travers nous, irradier en nous et autour de nous, qui justement définit cette beauté. Cette beauté, elle vient de cette transparence de l'être, de la vertu que l'on porte, qui est notre essence, parce qu'on a tous en nous ce joyau, ce cristal, cette lumière, sauf que justement ce qui fait la différence entre les personnages qui sont les héros de l'histoire en termes par exemple de princes, de princesses, mais c'est pas forcément que des princes et des princesses, mais c'est vrai que c'est une récurrence, et les méchants. Les méchants, ce sont des êtres justement qui se sont laissés influencer par des impressions extérieures, par le monde de la matière, et qui sont devenus opaques à leur cristal. Et finalement, la lumière qui les anime ne peut plus irradier à travers ce cristal, puisque ce cristal a été complètement entaché, enlisé dans la matière, plombé. Et finalement, l'or qui est en eux, dans leur creuset, eh bien, ils n'en ont plus accès, ils ne peuvent plus le reconnaître, ils n'en ont même pas conscience, puisqu'ils sont tellement portés vers l'extérieur, dans la matière, eh bien, qu'ils finissent par jalouser la lumière des autres, et donc de se nourrir uniquement de la lumière des autres, et donc finalement, ils n'ont pas cette connaissance intérieure. Alors que le personnage principal, qui justement a pour qualité cette beauté, est un personnage qui est déjà dans un lien avec cette intériorité. Et justement, tout l'intérêt des histoires dans les contes qui nous est donné, c'est de montrer qu'on a tous, dès la naissance, ce potentiel divin en nous que l'on est amené à réaliser, mais soit on va uniquement se tourner vers la matière, vers l'extérieur, vers la surface, et donc de se couper de ce royaume intérieur, et donc finalement se dissocier, se diviser. Et c'est là où on va emprunter le chemin des méchants, on va dire, des personnages envieux qui sont dans l'extérieur, dans l'attache vers l'extérieur. Soit on va aller vers ce chemin de réalisation des héros de l'histoire, souvent, qui est avec, certes, ils ont un potentiel justement de beauté, de cette pureté du cœur, mais ils doivent faire tout un travail alchimique pour pouvoir l'entretenir. C'est pas ça y est, j'ai mon cœur cristallin et justement je me glorifie à partir de ça et le travail est fait, j'ai rien à faire. Justement, tout ce que nous enseignent ces personnages principaux qui ont pour qualité essentielle la beauté, c'est que cette beauté, il faut justement l'épurer pour qu'elle reste à ce joyau intact. On l'a vu à travers l'histoire de Cendrillon. Cendrillon, elle a beau être très belle, avoir cette pureté du cœur, et elle doit faire ce travail de nettoyage, d'épuration pour être dans sa pleine réalisation et finalement pouvoir mettre au monde ce joyau, comme on l'a vu au moment du bal où elle rayonne jusqu'au mariage final. Mais c'est tout un travail alchimique d'entretien
qui demande à aller voir ses parts d'ombre. Et souvent, c'est le travail que ne veulent ne pas faire finalement ces méchants de l'histoire qui restent dans cette laideur à laquelle on associe justement un physique très disgracieux. Et on le voit à travers le personnage de la méchante marâtre dans Blanche-Neige. C'est un personnage qui est uniquement tourné à l'extérieur, dans ce rapport de surface, et qui est tout le temps dans cette recherche de plaire, mais de beauté extérieure, de surface. Et c'est pour ça qu'elle demande à ce miroir, mais qui est la plus belle? Et que le miroir passe son temps à lui dire, vous êtes peut-être la plus belle ici, mais vous n'êtes pas la plus belle du royaume. Il s'agit de Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, elle a cette beauté, non pas encore une fois depuis un principe esthétique, comme on peut le comprendre aujourd'hui, mais parce que c'est une beauté qui se traduit depuis son essence. Et comme elle est blanche comme neige, comme elle a gardé cette dimension immaculée en elle, eh bien cette beauté-là, elle rayonne à travers elle. Et c'est ça qui définit sa vraie beauté, sa beauté du cœur, des vertus qui l'habitent et qu'elle incarne aussi, ça c'est important. Et justement, Blanche-Neige, même si elle a tout ce bagage, eh ben, elle va quand même faire le travail alchimique. Elle va faire ce travail-là, et c'est ce qui va l'amener jusqu'à ce moment où elle plonge dans le sommeil. Donc c'est plonger dans toute cette connaissance intérieure. Donc là, on se détache complètement de l'extérieur. On passe cette fameuse initiation de la mort, du sommeil profond, de mourir des attaches extérieures pour plonger en soi-même. Et on la voit allongée dans ce cercueil en transparent, en verre transparent, qui fait penser à ce cristal. Ça y est, en plongeant dans cette profondeur de l'être, en se détachant de toutes ces attaches et en acceptant de mourir des apparences, eh bien, elle va vraiment aller incarner ce cristal. Et d'ailleurs, le prince, il tombe amoureux d'elle parce qu'il la voit à travers, allongée dans ce cercueil, et il la voit à travers ce cristal. Et ce dont il tombe amoureux, encore une fois, ça c'est très récurrent dans les contes, les princes qui tombent amoureux parce que la jeune fille est belle. Il s'éprend de la beauté de l'être qui est en face de lui, ou même les personnages féminins ont ce truc de tomber en amour de l'homme qui leur fait face parce qu'il est beau. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de critères esthétiques. On ne choisit pas son partenaire voilà, parce qu'on a un coup de foudre au niveau de son apparence uniquement physique, esthétique. Mais c'est parce que l'être en face est dans cette transparence de l'être, dans cette pureté du cœur, et qu'il est animé de ces belles vertus qu'il incarne vraiment, qu'elle rayonne à travers lui. Et en fait, ce rayonnement de l'être, cette transparence, ce cristal qui leur fait face, eh bien, devient un miroir du propre cristal que le héros ou l'héroïne porte en lui, en elle. Et donc, il y a comme ça cette reconnaissance, cette activation de son propre cristal en soi, qui crée en fait cette union, qui ramène à cette unité, à cette connexion. Quand on devient transparent l'un et l'autre, on connecte à la même lumière, on a la révélation qu'on appartient à cette même lumière qui nous relie, et finalement qui active cette unité et qui active ce mariage en soi, que ce que l'autre nous reflète nous renvoie à ce propre cristal qui est en nous. Et donc c'est ce dont j'ai parlé à travers La Belle au bois dormant, ce fameux retournement dans son royaume, et de voir que c'est cette lumière qui nous anime et qui a toujours été là et qui vient éclairer eh bien notre être complet et permet ce mariage par la mise en lumière. Et donc le prince, dans Blanche-Neige, il s'éprend de celle-ci qui est dans ce cercueil, mais justement c'est comme si on assistait à cette fameuse scène où il la voit, il voit son cristal en fait, il voit la profondeur de son être, cette beauté qui irradie depuis le cristal, et son cercueil, c'est vraiment cette image du cristal, cette transparence de l'être à laquelle elle a pu qu'elle a pu goûter, qu'elle peut enfin incarner par tout le travail alchimique qu'elle a fait auparavant. Donc on voit bien que la beauté, dans les contes, dans les histoires pour enfants, mais encore une fois qui ne sont pas des histoires vraiment pour enfants, puisque ça nous initie pleinement en tant qu'adultes, eh bien elle a vraiment un sens essentiel et à son importance, puisqu'en fait elle nous parle des vertus de cette beauté qui est en nous, qui est l'essence de l'être, et que nous sommes invités
grandement à venir incarner, rayonner, mais que pour ça, on doit faire tout un travail de nettoyage, d'épuration, un travail alchimique quotidien au niveau des émotions, au niveau des pensées, pour ne pas se laisser influencer par l'extérieur et ne pas aller justement s'enfermer dans ce que j'appelle le monde des tentations. Le monde des tentations, c'est tout ce monde par lequel justement les méchants de l'histoire sont englués. Ils ne sont pas méchants pour être méchants, ils sont méchants parce qu'en fait, ils se laissent happer par ce monde de la division, de la tentation. Quand j'emploie le mot tentation, c'est vraiment tenter. On a deux T, c'est comme si l'être était divisé entre ce qui l'attire à l'extérieur et finalement auquel il va s'identifier sans lui à l'extérieur et qui le dissocie finalement de son cœur, de son essence et qui le coupe de son essence et qui va finalement le perdre en surface et couper l'accès à ce royaume intérieur. Et ça, malheureusement, du coup, ça va créer en lui de la jalousie, de l'envie. Et comme il n'a plus accès à son royaume intérieur, il va vouloir aller chercher cette lumière à laquelle il n'a plus accès en l'autre. Et c'est pour ça qu'il va jalouser souvent le personnage principal qui, lui, est dans son royaume intérieur ou dans son cheminement de réalisation, d'épuration de ce royaume. Et comme le méchant, il ne comprend pas ce retournement à faire, qu'il n'a appris qu'à se servir chez l'autre pour avoir, donc dans ce rapport horizontal, il va... c'est ça qui va nourrir cette méchanceté la plupart du temps. Parce qu'il veut ce qu'a l'autre sans faire lui-même le travail, parce que ce serait trop violent de faire ce travail d'épuration. Ça demanderait de voir le monstre en lui. Et lui, il veut tout sauf être un monstre et tout sauf accepter que ce travail, il est à faire en lui et que le monstre, il n'est pas chez l'autre et que ce n'est pas de la faute de l'autre, mais que tout ça est à ramener à l'intérieur. Et souvent, c'est ça aussi, ce travail alchimique de la beauté, c'est de comprendre que la problématique, ce n'est pas toujours à remettre vers l'extérieur, mais c'est ce grand retournement en soi. Et l'épuration, on le voit souvent, l'épuration des monstres en soi, de l'ogre en soi, de la vilaine sorcière en soi. Ces monstres-là qui nous font face, ils sont à venir épurer aussi en nous-mêmes. C'est ce qui permet finalement de se détacher et d'aller toujours dans cette épuration. Il y a un livre qui parle très bien de ça, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. On a ce personnage magnifique de Dorian Gray d'une beauté incroyable qui séduit tout le monde. Un peintre qui va être séduit par cette beauté va en faire le portrait. Et Dorian Gray, comme il se glorifie de cette beauté, de ce potentiel qui lui est donné, il va se dire qu'avec cette beauté innocente, il va pouvoir laisser libre cours à tous ses vices et que ça ne va pas se voir. Et que justement, il peut nourrir cet inconscient de toutes ces pulsions bestiales, de toutes ces tentations qui vont finalement le diviser, le creuser. Mais pas le creuser pour accéder au creuset, c'est comment on dit, le nécroser. Ça va vraiment venir, en fait je vois comme de l'acide. Vous voyez l'acide, ce que ça fait quand on met quelque chose dans de l'acide, ça vient, le nécroser. Il y a soit la voie du creuset, soit la voie nécrosée. Et en fait tout ça, tous ces vices qu'il va nourrir, en plus parce qu'avec il y va, il fait des choix. Il pense que ça ne va pas se voir, jusqu'au jour en fait où tout ça s'est imprimé, tout cet inconscient qu'il a nourri, auquel il a donné finalement une consistance, et bien tout ça comme il l'a nourri intérieurement, tout ce qu'on nourrit, prend en forme. Si on nourrit la bête en soi, cette forme de la bête, elle va venir se dessiner et venir finalement transparaître à travers nous. C'est ce qui se passe à travers ce fameux portrait dans lequel toutes ces vies se sont imprégnées, se sont incrustées. Et finalement, quand il fait face à ce portrait qui représentait l'être séduisant en apparence qu'il était, il fait face à un monstre. Et c'est faire face à ce monstre de l'inconscient que l'on nourrit. Et c'est exactement ça. Pourquoi les personnages, on va dire, méchants sont souvent avec un physique disgracieux, laid, c'est parce que comme ils nourrissent la disharmonie en eux, tôt ou tard, cette disharmonie transparaît à travers eux. Et les contes, comme ils ne parlent pas de dimension esthétique, mais dimension de l'être, de conscience et d'inconscient, ça nous montre qu'un être qui
fait ce travail au niveau de l'inconscient pour révéler son cristal, eh bien, ce qui se passe sur le plan inconscient va se matérialiser sur le plan conscient. Donc, cette beauté va venir rayonner à travers lui. Et c'est cette lumière qu'il a su eh bien, toucher et faire irradier finalement à travers, comme j'ai dit, l'épuration de son cristal, qui va définir cette beauté sur le plan extérieur. Alors que l'être, parce que justement, on parle de disharmonie au niveau des méchants, mais les gentils, justement, ils vont dans cette harmonie de l'être. Et quand on nourrit l'harmonie en soi, cette harmonie se traduit à travers nous. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Quand on fait un son harmonieux, si ce son pouvait créer une forme, et d'ailleurs il y a des expériences très belles qui se font à partir de ça, eh bien on voit qu'un son harmonieux donne une forme géométrique harmonieuse. Donc vient imprimer, s'imprégner dans la matière, créer une harmonie de forme. Et donc ce qui est harmonieux d'un point de vue subtil donne une forme harmonieuse à l'extérieur. C'est comment on devient créateur de cette harmonie dans le monde. Ça, en fait, ça nous connecte à ce pouvoir de créateur de l'harmonie dans le monde. Alors que dans les personnages dits de méchants, qui ont ces physiques disgracieux, c'est parce qu'ils nourrissent la disharmonie dans leur inconscient, dans ce qu'ils nourrissent, et qu'ils ne font pas cette épuration, et bien que cette disharmonie, cette disgrâce, et bien se traduit dans leur physique. Et donc, ça vient nous expliquer que tout ce qu'on nourrit dans l'inconscient, tôt ou tard, vient se matérialiser au niveau du plan de la matière, exactement comme avec cette expérience où on fait un son très disharmonieux et on voit que ça a un réel impact au niveau de la forme dans la matière. Donc c'est pour montrer que tout ce qu'on nourrit en disharmonie en soi et que l'on ne va pas éclairer de sa lumière, eh bien ça va nous définir dans le monde et finalement définir aussi la séparation avec notre cristal et cette opacité. Et cette opacité, c'est ce qui va créer les ombres, et les ombres, c'est ce qui va créer aussi cette impression de laideur. C'est ça en fait, cette laideur chez les fameux méchants. Alors que eh bien, l'harmonie de l'être, eh bien, l'harmonie, ça va donner une forme subtile en soi qui va laisser passer cette lumière, et cette lumière peut tout éclairer. C'est-à-dire que même si on avait, on va dire, un défaut esthétique au niveau du visage, au niveau du corps, qui pourrait paraître laid d'un point de vue de la norme esthétique en termes de beauté esthétique, et bien même si on aurait des défauts, on va dire, disgracieux, mais d'un point de vue beauté esthétique selon les normes, bien sûr, et les standards, et bien malgré ça, puisqu'on a fait ce travail d'alchimie et qu'on laisse notre lumière rayonner à travers nous, et bien cette lumière vient éclairer ce défaut. Encore une fois, je mets des guillemets parce que souvent ce qu'on nomme défaut, c'est parce qu'on le compare par rapport aux standards de beauté et qui sont définis par des choses très subjectives. Mais en tout cas, notre lumière va venir éclairer cela. Et finalement, ce qui nous semblait être un défaut esthétique va être éclairé et donc va disparaître, va s'effacer et va être redéfini par notre lumière. Ce qui fait que peu importe notre physique, ce qui compte, c'est cette beauté de l'essence que l'on va finalement permettre par ce travail d'alchimie, de nettoyage intérieur, et bien permettre de rayonner à travers nous. Et c'est ça le vrai sens de la beauté dans les contes, et c'est pour ça qu'elle est une vertu et une qualité essentielle, puisqu'elle a à comprendre dans son essence, et que cette beauté, elle nous habite tous. Elle est finalement même notre principe divin. Le principe divin qui nous habite est beauté. Et justement, nous sommes en charge d'en prendre soin, c'est-à-dire prendre soin de notre cristal, faire tout ce travail d'épuration, et pour laisser s'exprimer cette beauté et la laisser se révéler au grand jour. Donc on est là pour accompagner, entretenir finalement notre propre cristal. Et c'est ça la grande initiation et souvent qui nous est donnée dans les contes par tout ce travail de ménage, toutes ces aventures finalement qui sont des aventures d'épuration. Et j'allais finir avec Jacques Lucéran, qui est un auteur que j'adore, dont je vous ai déjà parlé,
qui a écrit le livre Et la lumière fut. Donc on revient encore une fois à la lumière, c'est ça qui est marrant. Et donc qui était quelqu'un d'aveugle, qui est devenu aveugle dans l'enfance et qui, malgré ce handicap extérieur, on pourrait penser qu'il ne voit pas, mais en fait il a retrouvé cette vraie vue des sens subtils. Donc c'est-à-dire il ne voyait plus avec les yeux extérieurs, mais par contre il voyait vraiment depuis l'intérieur. C'est-à-dire qu'il allait, vous le mettez, je sais pas, dans une prairie, il pourra vous décrire les fleurs, il pourra vous décrire tout son environnement. Vous l'emmenez dans un nouveau pays visiter, il pourra vous décrire tout ce qu'il a vu. Mais il l'a perçu depuis les sens subtils. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, il va direct à l'information qui est dans le fond. Il ne se laisse pas finalement berner par la forme qui peut devenir une illusion. Mais quand on a fait ce travail justement de retour à l'intérieur, et d'ailleurs c'est ce que Jacques Le Serrant incarne très bien, c'est ce retournement intérieur, ce retournement de la vue en la vue subtile, et de faire davantage confiance à son intuition féminine, à son royaume intérieur, pour être son guide. Il n'est plus guidé par le monde extérieur, donc les influences extérieures, mais lui c'est vraiment l'être qui a fait ce retournement dans son royaume intérieur, ce mariage intérieur, et qui s'est mis finalement ce qui son... Vous voyez, en devenant aveugle, c'est comme s'il avait fermé les yeux et il se laissait guider par le grand principe, en fait, puisqu'il n'y a plus que ça auquel il peut faire confiance, puisqu'il ne peut plus se fier à l'extérieur, il peut uniquement se fier à cette voix intérieure. Et c'est exactement ce moment où le chevalier se met au service d'une princesse, d'une femme, parce que c'est ce moment où le chevalier se met à genoux et se dit maintenant je me mets au service de cette femme, de cette princesse, de cette reine pour la servir. Je me mets au service du féminin pour être guidé dans le monde. Et bien c'est exactement ça. Et Jacques Lucéran, donc quand il rencontrait des gens, il pouvait dire s'ils étaient beaux ou laids, mais encore une fois, ce n'était pas d'après des critères esthétiques extérieurs, de surface, mais vraiment d'après ce qu'ils ressentaient de leur intériorité. Donc il y a des personnes, ils les sentaient en odeur, ils sentaient leur moralité. La moralité, c'est vraiment quand on incarne les vertus des lois universelles et qu'on est dans cette droiture, dans cette verticalité, dans cette pureté du cœur. Et donc, il avait ce sens de la beauté, mais au niveau du sens primordial de la beauté. Et il le dit très bien, quand je trouvais une femme belle, ça n'avait rien à voir avec les critères esthétiques tels qu'ils peuvent être à la mode. Donc c'était vraiment lui, il allait toucher à l'essence de ce que c'est la vraie beauté. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que je me dis, il aurait rencontré le personnage de Dorian Gray dans la vraie vie. Lui, avec cette vue subtile intérieure, il ne se serait pas laissé berner comme tout le monde par son physique séduisant à l'extérieur, mais il aurait tout de suite perçu que c'était quelqu'un de laid et il aurait tout de suite vu l'image que le tableau, que son inconscient avait imprégné. Et c'est ça que je trouve chouette parce que justement, revenir à ce sens de la beauté, ça nous ramène dans notre royaume et ça nous permet finalement de redéfinir cette perception de la beauté chez l'autre et de plus se laisser finalement séduire par les apparences et le monde des illusions. Donc c'est pour ça, voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui on peut un peu... J'ai vu qu'il y avait des débats comme quoi, voilà, le fait que la beauté se soit mise au premier plan dans ses contes, ou même chez Disney qui reprend justement ses contes chez les personnages féminins, ça créerait des discriminations, ça créerait une forme de privilège de la beauté, alors que, encore une fois, le plus important c'est d'épurer ces notions pour en revenir à l'essence et de ne pas créer des contre-courants à partir de ça, parce que justement, on est dans cette réaction émotionnelle et on reste en surface. Et le but, c'est quand même d'aller dans la profondeur de ce qui nous est donné et de pouvoir avoir accès à cette connaissance de l'essence. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis de votre présence. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça a évoqué quelque chose chez vous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage, une prochaine belle exploration ensemble. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de suivre mes vidéos, ces partages et cette émulsion commune à revenir à cette essence profonde de l'être et
et à l'exprimer aussi dans le monde.